saouler, on est sur la digestion, tout ça, on va être cool. Je vais vous faire un petit blind test pour commencer. Alors vraiment, c'est très simple, hein. C'est très simple. On entend ou pas? Moi, HLM. Pardon? On entend rien? Vous entendez ou pas? Pardon? Oui, pardon, je n'ai pas entendu. Bravo. On s'en laisse un peu, super quand même. Hein. C'était à l'époque où Renaud savait chanter encore. Il y a eu longtemps que je n'avais pas entendu. Je me suis dit, j'ai découvert ça il y a 2 jours. Je me suis dit, tiens, je vais en passer ça, c'est pile dans le thème. Combien-toi? C'est le refrain. C'est vachement bien quand même. Alors c'est juste le premier étage. Reste à payer le lave-vaisselle, la télé et l'assure pour ses chats. Parce que naturellement, mon contribuable centriste, il aime pas les enfants. C'est vous dire s'il est triste. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM. Bon, on est quand même sérieux. Donc bon, voilà, les profs, tout ça, 80 profs, c'est impressionnant. On va essayer de faire un truc quand même académique. Alors, vous allez me dire, pourquoi il nous parle HLM, Renault, tout ça, c'est encore un illuminé? En fait, vous allez vous rendre compte, c'est ce que je vais vous démontrer. Enfin, je vais essayer de vous démontrer ça. Voilà. C'est que la ville, en l'occurrence, il ne nous aura pas échappé que Renault parle du HLM. La ville, c'est probablement l'institution cardinale de la modernité. J'ai envie de dire même l'institution cardinale de l'hypermodernité. Oh là, ça y est, il passe de Renault, il passe des trucs, quoi. On va expliquer tout ça, ce que c'est la modernité, ça vous devez savoir. Ce que c'est l'hypermodernité, c'est peut-être un peu plus subtil. Mais en fait, le HLM, c'est un petit peu, si vous voulez, la figure ultime de la modernité. La chanson sort en 1980 et on est un tournant, le tournant néolibéral, etc. La gentrification commence à apparaître, mais on n'est pas encore là. Et au fond, Renaud, il nous explique que les grands ensembles, parce que le HLM, la figure de HLM, c'est les grands ensembles, c'est le fruit de cette politique volontariste de l'État des années 60 qui bâtit sur l'hypothèse que on va mettre tout le monde ensemble et tous ces petits mondes va forcément, par le jeu des moyennes, forcément bien s'entendre. Voilà. Et en fait, non. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Et je trouve que c'est intéressant de passer par Renaud parce que de la même façon que j'avais entendu ça il y a quelques années, il vaut mieux de la bonne littérature plutôt que de la mauvaise sociologie. C'est particulièrement vrai d'ailleurs quand on étudie la dimension spatiale des rapports sociaux. Je ne sais pas si vous avez lu Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, très bonne adaptation en film, voilà. La littérature, franchement, c'est une mine d'or. Vous savez, la littérature naturaliste du 19e, les Zola, les Balzac, les Victor Hugo, etc. Ça nous apprend, ça note plus sur la société que Spencer, si vous voulez. D'accord ? En gros. Et au fond, les chansons, c'est un petit peu ça. Si c'est bien écrit, et je trouve que c'est bien écrit, si c'est bien écrit, ça nous dit quand même des choses de la société, surtout quand on sait que 26 ans plus tard, il va écrire une chanson qui s'appelle « Les Bobos ». Et évidemment, dans chaque cas, on est dans l'étude populaire, je veux dire, et non pas académique, d'un espace social. L'espace social de la modernité, le HLM. L'espace social de l'hypermodernité, le quartier gentrifié, habité par les bobos, dont nous faisons tous partie. D'accord ? C'était une petite blague, mais légèrement. Voilà. Donc quand on regarde ce que nous dit la bibliographie, vous savez, j'ai découvert ce thème-là, je vous dis, il y a 2 ans, j'avais des connaissances, mais bon, voilà. Et la première chose que je fais, moi, quand je prépare un thème d'agrég, c'est que je fais le tri dans la bibliographie.
Et à travers la biographie du concours, en fait, on pouvait repérer 3 espaces. Mais vous le voyez, parmi ces 3 grands espaces, il y en a un qui fait l'objet quand même d'une littérature nettement plus fournie. Et cet espace-là, c'est celui de la ville. Et donc, c'est la sociologie urbaine. Et donc, vous voyez que de manière un peu plus accessoire, hein, vous avez évidemment la sociologie rurale. Et on verra que l'opposition rurale-urbaine, aujourd'hui, elle est quand même extrêmement discutée. Et puis, vous avez le 3e grand espace qui est le monde. Voilà, et qu'on va appréhender à travers la sociologie transnationale, selon qu'on va distinguer les logiques identitaires ou les logiques de classe, comment les classes vont se reproduire au niveau transnational. Bref, vous voyez que la biographie de la sociologie urbaine est de loin la plus conséquente. Et donc, forcément, c'est avant tout de la ville dont on va parler. Voilà. Une autre façon de faire le tri dans la bibliographie, c'est de prendre conscience que la ville, c'est une sorte d'organisme vivant. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Robert Park, Nard Burgess, École Chicago qui nous expliquent que la ville, elle évolue. C'est un organisme vivant. Et donc, forcément, ça va influencer les travaux sociologiques sur la question urbaine. Et on se rend compte que, en gros, depuis les années 60-70, l'essentiel de la sociologie urbaine est occupé par les travaux relatifs à la rénovation urbaine. Donc on va appréhender ça, j'espère qu'on aura le temps, ça j'ai oublié de vous le dire. Normalement, ce que je vous dis là, ça tient en 9 heures. Voilà. Donc j'essaie de faire un condensé en 3 heures. C'est pas évident, et très honnêtement, je ne pense pas avoir réussi. Donc ça veut dire qu'on ne va certainement pas faire tout ce qui est sur votre plan, mais je vous enverrai un lien per tweet, qui vous donnera le PowerPoint, qui vous donnera également le cours d'Agreg sur la question. Comme ça, vous pourrez voir par vous-même tout ce qu'on n'aura pas eu le temps de voir cet après-midi. Donc la rénovation urbaine, c'est vraiment le programme de recherche central qui se met en place à partir des années 70 et qu'on va étudier, j'espère qu'on aura le temps, à travers essentiellement 2 œuvres, qui est la thèse de Henri Coin, Rénovation urbaine et changement social, 1966, et l'article bien connu, c'est un classique, de Jean-Claude Chamboredon et Madeleine Lemaire, qui est au fond la version académique, scientifique de la chanson de Renaud, qui s'appelle, pour sortir en 70, qui s'appelle Proximité spatiale, distance sociale, qui illustre magnifiquement, plutôt c'est la chanson de Renaud qui illustre magnifiquement ce qui est dit dans l'article. En gros, le temps passe, on arrive aux années 80-2000, et là vous avez un programme de recherche dominant qui se met en place, c'est le programme de recherche relatif à l'exclusion, sur l'exclusion et la ségrégation sociale. Et oui, parce que ça aussi, les sociologues de Chicago nous l'avaient expliqué, la ville, c'est certes un organisme vivant, mais en vertu des lois de la sélection naturelle, il existerait, c'est pas moi qui le dis, hein, ne dites pas, oh attention, qu'est-ce qu'il nous dit là, c'est moi qui le dis, c'est Burgess, Park qui le disent, la ville aurait des tendances naturelles à la ségrégation. Et donc ce thème de recherche-là va être particulièrement développé. Alors c'est pas qu'en France, mais il est évident que l'essentiel des travaux dont on va parler sont quand même des travaux français, même si vous verrez qu'on fera un détour par les États-Unis et l'Allemagne. Dans le même temps, alors ça c'est une classification un petit peu personnelle, hein. Vous avez le droit, si vous regardez le thème, peut-être que vous ne serez pas totalement d'accord avec moi, mais il me semble qu'à la même époque, il y a un programme de recherche secondaire qui apparaît, qui est en lien avec les effets d'autochtonie, et le capital d'autochtonie, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, notamment quand on étudie les études rurales. Je ne sais pas si vous avez lu Benoît Coquart, ce qui reste, il mobilise beaucoup cette notion de capital d'autochtonie. On aura l'occasion de revenir sur les origines de cette notion, qui est largement inspirée à Norbert Elias. Et donc voilà, vous avez toute une série de travaux qu'on ne va pas aborder dans le détail, mais je vous parlerai tout particulièrement du bouquin que vous connaissez, d'Éric Morin, Le ghetto français, l'article classique de Prétesseil, la ségrégation a-t-elle augmenté dans la métropole parisienne, et donc on dira quelques mots sur l'article de Jean-Noël Retière, dans lequel il théorise la notion de capital d'autochtonie. Le temps passe, on arrive aux années 2000 et 2020, les programmes de recherche changent encore un petit peu. La ville cesse d'être le programme de recherche central, mais en même temps, ça reste le point à partir duquel d'autres recherches vont se mettre en place. On ne va plus parler de l'urbain, si on va en parler, mais la recherche qui se met en place autour du périurbain. Et en particulier, j'espère qu'on aura le temps de développer l'ouvrage qui a totalement renouvelé les questions du périurbain, qui est l'ouvrage collectif de Marie Cartier, et puis j'ai oublié le nom de ses collègues, qui s'appelle « La France des petits moyens ». Et dans le même temps, on a un renouveau des études rurales
à travers ce que je pense être un triptyque, au fond, hein, le bouquin de Nicolas Renailly, 2005, celui de Benoît Coquart, Ce qui reste, et celui pur sang consacré spécifiquement aux filles des campagnes en déclin, le bouquin de Yael Anselm Mengui. Voilà, donc tout ça pour justifier mon ouverture à travers Renaud, quoi, si vous voulez. Voilà. Alors en termes de plan, donc évidemment le plan que vous avez sous les yeux, c'est celui que je vais essayer de suivre, mais vous voyez que toutes les parties ne sont pas équivalentes. Il y en a une qui est un petit peu plus développée, c'est la première. Bon, ça c'est un petit peu mon dada, hein, pour ceux qui m'ont déjà vu, hein, les méthodes, l'épistémologie, tout ça, moi j'aime bien ça. Et je trouvais que ce thème de l'espace social, c'est de ça dont il s'agit en réalité, se prête très bien à une entrée par les méthodes, par l'histoire des méthodes et par l'épistémologie. Ça évidemment, vous avez le droit de ne pas me croire, je vais essayer de vous le démontrer. Mais c'est ça qui explique que la première partie est la plus longue. Et ensuite, on va distinguer deux niveaux dans la modernité. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est, hein, on reviendra sur la notion de modernité. Ce que j'appelle la modernité âge 1, en gros, le mouvement social dominant, alors c'est pas le seul, hein, peut-être pas le plus dominant, je ne sais pas, mais en tout cas c'est le plus directement observable, c'est le phénomène d'urbanisation et de méga-urbanisation. Et donc tous les espaces sociaux vont se structurer progressivement autour de villes dont la taille va aller progressivement en augmentant. Donc on va étudier ce processus d'urbanisation. Et puis la modernité âge 2 nous amènera donc à l'âge de l'hypermodernité, en réalité, qu'on appelle également la modernité tardive, si vous voulez, que des auteurs avec qui je ne suis pas trop d'accord appellent aussi la modernité postmoderne, mais ça je vous dirais que je ne suis pas trop d'accord avec ce terme-là. Et on va, donc dans ce cas-là, on va partir du constat que les villes sont là, elles structurent l'espace social, mais maintenant, si vous voulez, les villes, au moins dans les pays les plus avancés économiquement, ce qui caractérise les villes, c'est pas tellement l'expansion urbaine, c'est plutôt la transformation urbaine. Donc on interrogera la façon dont les transformations urbaines nous disent quelque chose de la société, cette fameuse société hyper moderne. Et puis si on a le temps, honnêtement, je ne suis pas persuadé qu'on aura le temps, au-delà de la ville, hein, et donc on reviendra sur les travaux sur la périurbanisation, la ruralité et peut-être l'espace transnational. Alors vous m'arrêtez, hein, je ne sais pas, moi je peux parler, voilà, beaucoup, mais vous savez, je ne veux pas vous saouler. Hein, voilà. Alors on est parti, espace social, histoire, épistémologie, définition. Alors c'est toujours pareil, Lévi-Strauss disait à propos de Durkheim, c'était notre maître à tous. Je suis assez d'accord. Quand on lit les formes élémentaires de la vie religieuse, je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vraiment de le lire. C'est un ouvrage qui est à la fois un ouvrage de sociologie religieuse, évidemment, mais aussi un ouvrage de sociologie de la connaissance. Et ce que fait Durkheim dans son introduction, c'est qu'il commence notamment, puisque vous savez, il travaille dans ce livre sur les tribus australiennes, il commence par expliquer, par démontrer que les notions de temps et les notions d'espace, qui sont d'ailleurs liées entre elles, sont des faits sociaux. Donc c'est ce que je voulais souligner dans le passage ici, hein, donc c'est l'introduction des formes élémentaires. Par lui-même, l'espace n'a ni droite ni gauche, ni haut, ni bas, ni nord ni sud. Toutes ces distinctions viennent évidemment de ce que des valeurs affectives différenciées ont été attribuées aux régions. La façon la plus simple de comprendre ça, c'est l'article de Robert Hertz, un anthropologue, H-E-R-T-Z, anthropologue durkheimien avec Célestin Bouglé, Fauconnet, Holbosch, Simian, Moss, etc., qui a publié un article en 1909. Alors l'article exact, le titre exact de l'article, je ne sais plus, mais en gros, il démontre la prévalence de la main droite, si vous voulez. Et donc ce que veut nous dire Hertz, c'est qu'au fond, l'écrasante majorité de la population est droitière, 90% de la population est droitière, si vous voulez, j'allais dire est de droite, est droitière. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qu'on pourrait considérer comme étant de la structure sociale. C'est-à-dire, c'est un fait biologique indiscutable. L'écrasante majorité de la population est droitière. Par contre, si on commence à dire, ben oui, mais les droitiers, c'est mieux d'être droitier. Les droitiers, vous allez être la représentation de Dieu, vous allez être la main droite de Dieu, ce que l'on va le plus valoriser. Ben vous quittez le domaine de la seule structure sociale pour entrer dans le domaine de la stratification sociale, qui va consister à porter des jugements de valeur sur la structure. D'accord ?
Et donc ce que Durkheim nous dit, quand il dit voilà l'espace c'est un fait social, en réalité, c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit que toutes les sociétés ne sont pas seulement structurées, ça serait trivial de dire qu'elles sont structurées, c'est évident, s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de société, mais cette structure, d'une certaine façon, appelle inévitablement une stratification, c'est-à-dire un système de jugement de valeur, d'origine essentiellement d'ailleurs religieuse, il faut bien le dire, puisque Durkheim ne fait pas de différence entre la société et la religion. Les sociétés sont d'essence religieuse. Alors, une façon d'illustrer ça, je vous disais, c'est Lévi-Strauss, pour bien montrer ce rôle de l'espace, les effets sociaux de l'espace, c'est quand on va dans cet extrait de Triste Tropique, si vous l'avez lu, Triste Tropique, c'est très, très stimulant, où Lévi-Strauss nous explique l'organisation spatiale d'un village. Donc, c'est le village Kejara, dans la tribu Boporo. Et donc vous voyez que cette structure spatiale se caractérise par sa dimension concentrique, avec au centre la maison des hommes, évidemment interdite aux femmes, la maison des hommes célibataires, dont l'accès n'est autorisé que pour les hommes mariés. Si les femmes rentrent là-dedans, en gros, elles sont en danger de mort. D'accord ? Faut bien le dire. Autour de la maison des hommes, vous avez l'espace de danse, l'espace rituel, l'espace religieux, et à la périphérie, j'utilise le terme périphérie de manière volontaire, parce que Lévi-Strauss nous parle lui-même, bien avant Christophe Guilluy, de l'opposition centre-périphérie. À la périphérie du village Bororo se trouvent les maisons tenues par les femmes. Et évidemment, cette structure spatiale est aussi une structure sociale, et donc une structure qui appelle de la stratification. Et donc les activités les plus valorisées, les activités religieuses, les activités festives, ont lieu autour de la maison des hommes. Tout ce qui relève évidemment de la tenue de la maison, les activités domestiques, relèvent uniquement de la périphérie du village et est attribué aux femmes. Donc ça, c'est la disposition concentrique des villages. Donc on va distinguer l'opposition mâle-femelle, l'opposition sacré-profane, et vous avez une deuxième opposition spatiale dans les diagonales qui permet de déterminer où les membres des différentes tribus Bororo vont aller choisir leur conjoint ou leur conjointe. C'est ça qui détermine en fait le système exogamique. En gros, on n'a pas le droit de choisir son ou sa partenaire dans le même petit triangle délimité, il faut aller chercher ailleurs, si vous voulez. Alors ça, c'est extrêmement important de comprendre ça, et je ne résiste pas à la tentation de vous lire juste ce passage de Lévi-Strauss dans Triste Tropique. La distribution circulaire des huttes autour de la maison des hommes est d'une telle importance en ce qui concerne la vie sociale et la pratique du culte que les missionnaires salésiens de la région du Rio das Graças ont vite appris que le plus sûr moyen de convertir les Bororo consiste à leur faire abandonner leur village pour un autre où les maisons sont disposées en rangées parallèles. Désorientés par rapport aux points cardinaux, privés du plan qui fournit un argument à leur savoir, les indigènes perdent rapidement le sens des traditions, comme si leur système social et religieux était trop compliqué pour se passer du schéma rendu patent par le plan du village et dont leurs gestes quotidiens rafraîchissent perpétuellement les contours. On comprend ainsi pourquoi, en contrariant la disposition traditionnelle des villages, les missionnaires détruisent tout. Tout est dit. Alors, néanmoins, il faut se repositionner dans l'espace de la sociologie du XIXe siècle. Cette notion d'espace, dans l'esprit de Durkheim, en tout cas, elle est un petit peu suspecte. Le problème, c'est que la sociologie est, à l'époque où Durkheim écrit, une discipline encore en constitution. Et en parlant excessivement d'espace, le risque, au fond, c'est de ne pas se différencier de la géographie. En particulier, la géographie qui émerge à l'époque, celle de Paul Vidal de la Blache, dont le principal apport sera d'introduire la cartographie, le raisonnement par cartographie. Et comme il faut se distinguer de la géographie, en fait, Durkheim ne va jamais faire une sociologie de l'espace. En réalité, il va inventer une sociologie de l'équivalent sociologique de l'espace, si vous voulez, qui est la morphologie sociale. Donc Durkheim ne parle finalement d'espace que de manière secondaire, accidentelle, ce qui va concentrer son propos, alors dans un premier temps, uniquement. Une fois qu'il pensera que la sociologie est instituée, il abandonnera le terme de morphologie sociale, mais c'est vraiment le terme qu'il va préférer à celui d'espace. Et dans son article de 1909,
il va considérer que la sociologie, en gros, consiste à articuler la morphologie sociale et la physiologie sociale. La morphologie sociale, vous le voyez, c'est l'étude du substrat matériel de la société. La physiologie sociale, c'est au fond l'étude des activités sociales, au sens de Weber, c'est-à-dire, c'est en gros la sociologie telle qu'on la connaît et qu'on la pratique aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il entend par morphologie sociale? Vous voyez, il distingue en fait trois aspects. Alors ça, je ne l'ai pas inventé, hein. Là encore, cette présentation-là, elle est extraite d'un article de Philippe Boude, de 2011, B-O-U-D-E-S, un article que je trouvais très stimulant, qui permettrait de montrer que cette notion de morphologie sociale était une sorte de propédeutique, d'introduction à la sociologie de l'environnement. Donc cette morphologie sociale, vous voyez, elle a une dimension démographique, donc on va étudier le nombre, la partition des habitants, une dimension géographique, les limites des territoires, et puis une troisième rubrique qui qualifie bizarrement de autre. En gros, tout ce qu'il n'a pas mis dans les autres catégories, il le met là-dedans, dans les formes de l'habitat, les voies de communication, les modalités d'usage des ressources naturelles. Mais très rapidement, donc je vous l'ai dit, Durkheim va abandonner la notion de morphologie sociale, et c'est essentiellement sous la plume d'Albosch, Maurice Albosch, vous connaissez Albosch, donc un durkheimien, que cette notion de morphologie sociale va perdurer. Et c'est là que vous voyez à quel point Albosch, à travers cette notion-là, inspire la sociologie de l'environnement. Je vous l'ai mis en gras. Nous ne considérons plus les sociétés dans leur rapport avec le sol. Les sociétés humaines ne sont pas seulement en contact avec la matière, elles sont elles-mêmes des masses vivantes et matérielles. Donc il publie en 1938 son livre, qui s'appelle sobrement La morphologie sociale, organisé en deux parties, dans laquelle il expose la morphologie au sens large. Donc c'est la science qui va consister à étudier la répartition des activités religieuses, la répartition des activités politiques, la répartition des activités économiques. Et puis vous avez la morphologie au sens strict, qui se résume à ce qu'on appelle aujourd'hui la démographie. Alors cette notion de morphologie sociale, en fait, elle va disparaître. Albosch meurt en 1944 dans les camps de concentration, et elle va disparaître. Et cette référence à la matérialité du social, elle va mourir avec lui, en réalité, et on ne va la découvrir qu'avec le renouveau de la sociologie de l'environnement, à partir des années 90 en France, si vous voulez. Donc c'est pour ça que les premiers qui parlent véritablement d'espace, et non seulement de morphologie sociale, le premier qui en parle en fait véritablement, et qui va bâtir sa sociologie là-dessus, c'est Sorokin. C'est Pitirim Sorokin. Donc il en fait indirectement de l'espace social un objet d'étude. Mais il limite la notion d'espace à une conception totalement abstraite, puisqu'il se sert de cette notion pour définir la mobilité sociale. Donc cette notion, la référence à Sorokin, je crois qu'on pourrait la donner à nos élèves, pour baptiser une disserte, voilà, pour en mettre plein la vue aux profs, etc. Sorokin, voilà, dans Social Mobility 1927, définit la mobilité sociale comme un phénomène de déplacement des individus dans l'espace social. Mais l'espace social, j'insiste là-dessus, parce que ça a une importance pour la suite, au sens symbolique et abstrait du terme. On n'est pas du tout dans la matérialité de l'espace, tel qu'on pouvait l'être avec la morphologie sociale. Un héritier, alors c'est un héritier indirect de Sorokin, c'est une des premières études qui a été menée par John Goldthorpe en Angleterre, dans le Bedfordshire, au sud-est de l'Angleterre, dans 3 usines automobiles. Goldthorpe, c'est un auteur qui est intéressant à connaître, c'est un des premiers sociologues classiques des classes moyennes, c'est un des premiers théoriciens en fait des classes moyennes. Et donc il interroge la question de l'embourgeoisement. Vous savez, dans l'après-guerre, il y avait le mode de vie ouvrier était critiqué en disant ouais, les ouvriers sont en train de se transformer en petits bourgeois, etc. Voilà, c'est la grande époque marxiste. Et Goldthorpe dit c'est pas si sûr que ça. C'est pas si sûr en réalité, parce que tout dépend de la façon dont vont s'articuler les groupes d'appartenance et de référence. Donc en gros, voilà, il y a 2 positions possibles pour les ouvriers. Soit ils sont effectivement intégrés à leur groupe, soit ils ne le sont pas. Et soit ils aspirent effectivement à appartenir à la classe moyenne, soit ils n'aspirent pas. Et donc en réalité, vous voyez que le cas de l'ouvrier assimilé n'est qu'un cas parmi d'autres. Et à l'issue de ces entretiens avec les ouvriers des usines automobiles, il en vient à la conclusion que le cas de l'ouvrier assimilé à la classe moyenne n'est qu'un cas parmi d'autres, et surtout le cas minoritaire. La plupart des ouvriers restent encore, selon lui, faiblement embourgeoisés, au moins jusqu'aux années 60-70. Ils gardent un mode de vie en fait typiquement ouvrier, en dépit du fait que leur revenu est augmenté.
En gros, les aspirations à appartenir à la classe moyenne ne sont pas encore là. Donc ça, cette étude de nos combinés de Sorokin et de Goldthorpe nous permet de saisir la notion d'espace au sens totalement abstrait du terme. Mais là encore, Sorokin comme Goldthorpe ne font pas de l'espace l'objet de leur sociologie. Et donc il faut attendre l'étude de Paul-Henri Chambard-Delahaut. Alors peut-être vous connaissez, apparemment c'est un classique. Moi personnellement je l'ai découvert à 2-3 ans, je n'ai pas vraiment entendu parler. En fait, l'originalité de Paul-Henri Chambard-Delahaut, alors elle est méthodologique, on va le voir, parce qu'il va utiliser la cartographie, mais elle est aussi théorique, puisqu'en fait il va emprunter d'une certaine façon, en tout cas c'est moi qui l'interprète comme ça, il va emprunter à Sorokin la dimension symbolique et abstraite de l'espace, qui va combiner avec la conception matérialiste de la morphologie sociale. Et donc il en déduit cette définition de l'espace un petit peu nébuleuse, cadre spatial dans lequel évoluent les collectivités et les groupes d'un ensemble humain donné, et dont les structures sont commandées par des facteurs écologiques et des représentations. Bref, je vous donnerai une définition un peu plus claire, un peu plus nette de l'espace tout à l'heure, mais c'est le premier en fait à définir véritablement l'espace et à en faire l'objet de sa sociologie. Alors, Paul-Henri Chambard-Delahaut, donc on est ici au début des années 50, donc il publie son enquête en 1953. C'est une recherche qui est dans l'air du temps. Ce qui est dans l'air du temps dans l'après-guerre, c'est la question ouvrière. Sauf qu'à l'époque, vous avez deux façons d'appréhender le monde ouvrier. Soit vous les appréhendez dans leur monde professionnel, c'est ce qu'ont fait George Friedman et son doctorant pas trop connu qui s'appelle Alain Touraine. Mais on peut aussi appréhender... C'était une blague, vous connaissez. Mais on peut aussi appréhender le monde ouvrier dans son monde privé. Et c'est précisément ce que fait Paul-Henri Chambard-Delahaut et que fera son doctorant, avec qui il a eu des relations apparemment assez conflictuelles à la fin de la thèse, Henri Coin. Comme je l'ai dit, donc on a ici un double héritage théorique. Donc il reprend clairement à Durkheim et Helmholtz la notion de morphologie sociale. L'espace, en fait, c'est d'abord une façon d'appréhender la matérialité des choses et d'organiser la matérialité des choses. Donc il reprend vraiment cette conception matérialiste de l'espace qui va combiner avec la conception symbolique de Sorokin, et méthodologiquement, il va développer la cartographie. Et donc il aboutit... Alors, ce qu'il va faire, en fait, c'est là qu'on voit qu'il associe le symbolisme au matériel, c'est qu'il va identifier deux modes de sociabilité, deux formes de socialisation aussi, l'une plutôt bourgeoise, l'autre plutôt ouvrière, une sociabilité froide de type bourgeois, une sociabilité chaude de type ouvrière, qu'il va associer à deux dimensions de la capitale parisienne, l'ouest et l'est. Et c'est assez frappant de constater que les cartographies qu'il propose, vous allez le voir juste après, sont parfaitement en phase avec l'opposition est-ouest telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Donc par exemple ici sur la carte de gauche, vous avez le pourcentage d'actes délinquants pour 100 mineurs. Donc vous voyez comment la délinquance, en tout cas si on en croit les chiffres officiels de l'époque, se concentre plutôt à l'est. Et alors ça, je trouve ça assez savoureux. Il a également cartographié l'adresse des parents des étudiants à Polytechnique. C'est assez... Bon, enfin bon, la carte se passe de commentaires. Vous voyez comment il se concentre dans l'ouest parisien. Ben ça, c'est totalement actuel, totalement contemporain. Si on prend une carte plus récente, celle-là, je l'ai empruntée à Yankel Fijalkov dans Sociologie des villes, vous voyez que quand on étudie la façon dont se répartissent le nombre d'ouvriers par cadre, ben voilà, vous avez une concentration plutôt à l'est. Plus récemment, en 2020 quand même, une étude qui s'est intéressée au vote de droite. Donc vous avez ici en gris foncé le vote François Fillon en 2017. Donc apparemment, ce que nous disait Chambard-Delahaut en 1953, ça se vérifie encore assez bien. Et au fond, c'est le propre de la science, c'est que de produire comme ça des formes de régularité. Alors, un livre là aussi qui était dans la bibliographie de la grecque, qui est une façon aussi d'actualiser un petit peu Chambard-Delahaut, que je trouve ça intéressant, peut-être parce que j'aime bien la musique, peut-être, qui est l'ouvrage de Myrtille Picot, qui est l'adaptation de sa thèse, sortie en 2021, qu'elle a baptisé « Mettre la ville en musique ». Donc elle va étudier la façon dont on écoute de la musique en fonction des quartiers à Paris et à Berlin. Donc elle reprend la méthodologie de Chambard-Delahaut. D'ailleurs, je vais te préciser, on va en reparler,
Cette méthode par carte, hein, c'est un héritage de l'école de Chicago, hein, ils n'ont rien inventé, hein, c'est un héritage américain, tout ça. Et donc vous voyez comment se répartissent les salles de musique. Donc on a beaucoup de salles de musique de petite taille, plus nombreuses et de petite taille, plutôt à l'est, davantage qu'à l'ouest. Les prix des billets, évidemment, sont également plus élevés à l'ouest qu'à l'est. Et puis les jauges, voilà, et puis la taille des salles, donc plutôt des petites salles à l'est et plutôt des grandes salles à l'ouest. Voilà, donc ça c'est une façon d'associer à la fois l'espace symbolique, le goût musical, on actualise Bourdieu hein, d'une certaine façon, avec la matérialité de l'espace. Donc ça je trouvais ça intéressant, donc du coup elle identifie 4 grands types musicaux. Alors elle avait commencé son travail de thèse, elle avait défriché son travail en commençant par repérer que Paris se caractérise par un goût musical particulier. On écoute beaucoup plus qu'ailleurs de la musique classique, du jazz, de la musique du monde, du pop rock un petit peu. Et on écoute, ça m'a fait du mal parce que moi j'aime beaucoup le métal, on écoute beaucoup moins de métal, de hard rock, etc., et beaucoup moins de rap, etc. Et c'est ça qui l'a guidé dans son travail. Et oui, voilà, s'il y a vraiment une spécificité dans l'écoute de musique parisienne, du coup ça veut dire qu'il y a sans doute un lien entre la façon d'écouter de la musique et l'endroit où l'on réside. Et donc elle identifie 4 grands types de musique qui vont être associés préférentiellement à un lieu spécifique. Donc la musique classique, qui va être le fait plutôt de ceux qui ont un capital économique élevé, c'est plutôt l'ouest parisien, mais la musique classique qu'on va découvrir également à l'est de la capitale, qui va être le fait d'une population économiquement plus ou moins favorisée, mais surtout culturellement favorisée. Donc cette musique classique qui s'oppose au punk, à la noise, donc qui sont des musiques de contestation contre-culturelle, qu'on va retrouver qu'on va retrouver de manière surreprésentée dans le 13e arrondissement de Paris, à travers le Café de Paris. La musique électro, donc à propos de la musique électro, elle relève cette ambivalence, notre ami Myrtille Picot. Donc elle étudie en particulier 2 boîtes de nuit, le Badaboom et le Zigzag, qui sont situées une sur les Champs et l'autre à Bastille, pour montrer que cette musique électro, elle est un petit peu ambivalente. Parce qu'au départ, l'électro, évidemment, hein, on pense électro, on pense rave party, on pense jeunes drogués, etc. Mais en réalité, cette musique électro, elle est d'une certaine façon réappropriée par les classes favorisées. Et les boîtes de nuit qu'elle étudie, donc le Zigzag en l'occurrence, est une boîte de nuit où on écoute beaucoup d'électro, mais qui est essentiellement fréquentée par des jeunes cadres dynamiques, si vous voulez, qui se croient autoriser toute l'excentricité dans le carré VIP. Et puis donc le dernier style de musique, le rock, le pop, rap, hip-hop, qui va se faire selon des appropriations différentes, selon les lieux et le public. Et donc elle étudie en particulier la venue de Booba Wanderlust, qui est une... Alors pardon, je dis des bêtises, le Café de Paris, je crois que c'est le 11e arrondissement, et le Wanderlust, le 13e arrondissement. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire le manuel de promotion au moment où Booba est arrivé au Wonderland. Voilà, c'est Paris 13. Donc sud-est parisien, il y aura comme d'habitude des escadrons de DJ pour oublier ton impôt sur le revenu. 3 ambiances électrifiées pour célébrer ton examen réussi, bac, permis B, master, alcotest. Des lives pour alimenter ton compte Instagram, des toilettes pour soulager ta vessie et un service d'ordre pour te jeter dehors si tu fous la merde. Un line-up renouvelé chaque semaine et des ambiances thématisées dans le club et dans le restaurant. Comme les années précédentes, la jante féminine pourra venir gratuitement jusqu'à 22h et 20h pour vous messieurs. Quant à la politique à l'entrée, rien ne bouge. Venez comme vous êtes, sans jogging quand même, ce n'est pas non plus votre salon. Et pour les groupes de 5-6 gars, faites un effort, venez accompagner, mélangez-vous. Pourquoi je vous lis ça ? Parce que le rap, évidemment, s'il est moins écouté dans la capitale qu'à la périphérie, il reste quand même écouté et surtout, il est réapproprié par une population culturellement particulièrement favorisée et qu'on va trouver surreprésentée dans cette discothèque qui est le Wonderland. Je commence déjà à me dessécher. Ah, je t'en prie, vas-y. Donc, dernière chose, pour finir avec Myrtille Picot, elle observe en fait que cette classification des façons d'écouter de la musique, elle est entretenue au fond par les politiques publiques. Et donc, elle remarque que les salles subventionnées sont particulièrement subventionnées lorsqu'il s'agit de salles de musique classique. Beaucoup plus que lorsqu'il s'agit de musique de variété, par exemple. Et elle opère également une distinction
puisqu'on est dans la façon d'écouter la musique, selon qu'on écoute la musique assis ou debout ou mixte. Et donc on imagine bien, hein, celui qui écoute la musique assis, c'est la salle de musique classique, hein, voilà, surtout ce qui est la norme. L'habitude locale, c'est surtout de ne pas trop bouger, d'écouter en silence, qu'on va opposer, hein, à la musique qui s'écoute debout en secouant la tête, qui elle est beaucoup moins subventionnée. Donc si vous suivez le plan, hein, vous voyez on est sur le point 1, 1, 5. Donc ça c'est la grille de lecture que je vous propose et que je vais garder au fond tout au long de l'exposé, qui consiste, on voyait, à distinguer deux dimensions dans l'espace social, la dimension matérielle et la dimension symbolique, en distinguant dans chaque cas selon que la spatialité se fait de manière proche ou éloignée. Donc si on est matériellement proche et symboliquement proche, ben on aura le modèle typique de l'entre-soi, qui a été bien étudié, donc on en a parlé, par Éric Morin ou Edmond Prétesseil. Si on est matériellement proche mais symboliquement éloigné, on aura de la mixité forcée. C'est typiquement le HLM de Renault ou l'article de Chambredon et Le Maire, sur lequel je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Ensuite, si on reste dans la spatialité matérielle éloignée et symboliquement proche, on est dans le cosmopolitisme, à la Ulrich Beck, avec cette idée que, au fond, l'hypermodernité se caractériserait par un rapprochement symbolique des individus et qu'au fond, les distances matérielles n'auraient plus tellement d'importance. Il y aurait une sorte de culture mondiale que Beck appelle la culture cosmopolitique, qui va s'opposer, hein, à la théorie de Huntington, donc symboliquement éloigné, matériellement éloigné, sur le choc des civilisations. Vous connaissez Huntington, c'est le bouquin de 1995, je crois. Voilà. Donc voilà pour la grille de lecture. Alors d'un point de vue épistémologique et méthodologique, j'aimerais souligner qu'au fond, la façon dont on va aujourd'hui étudier l'espace, c'est une façon qu'on hérite à la fois de la tradition française et allemande, mais j'ai envie de dire même aujourd'hui plutôt allemande. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Dans la conception française, donc celle de Durkheim, Halbhoch, Chamberdelot, etc., l'espace est une forme sociale. Dans la conception allemande, il ne nous aura pas échappé que l'Allemagne, c'est le pays d'Einstein, c'est le pays de Norbert Elias. L'espace se définit par son caractère non euclidien. Et c'est cet aspect-là que je voudrais souligner avec vous. On peut considérer que l'espace social que nous utilisons avec nos élèves est un espace social non euclidien. Je vais dire, super, ça veut dire quoi? Oui. C'est normal, j'y vais. Alors, Euclide. Vous connaissez Euclide, pas personnellement, hein. Alors je suis vieux, mais je ne connais pas quand même, hein, personnellement. 300 ans avant Jésus-Christ. Donc Euclide, c'est le père de la géométrie euclidienne. Et donc, en particulier, donc, il énonce un certain nombre de postulats. Je ne vais pas faire le malin, hein, je ne connais pas bien, hein, tout ça. Hein. Je me concentre sur ce que j'ai un petit peu lu. Mais en gros, vous avez le cinquième postulat d'Euclide qui va être remis en question. Le cinquième postulat d'Euclide consiste à dire, vous prenez une droite, vous prenez un point à côté de la droite, et vous ne pouvez faire passer qu'une seule droite parallèle par ce point. C'est le cinquième postulat d'Euclide. D'accord ? Bon, et c'est ce postulat en fait qu'on apprend au collège, quand on trace des droites parallèles, les compas, tout comme ça. Voilà. En fait, on fait de l'Euclide, en réalité. Mais si on se place dans la perspective riemannienne, donc Bernard Riemann est un physicien allemand qui va inspirer Einstein et toute la théorie de la relativité. En réalité, le postulat d'Euclide est invalidé dès lors qu'on cesse de considérer l'espace comme un espace plan, mais qu'on considère l'espace comme un espace courbe. Si on prend au sérieux la courbure de l'espace, alors la notion de parallèle disparaît. Il n'y a plus de parallèle. Il suffit de l'illustrer. Hein. Vous avez ici la sphère qui est représentée. Vous mettez deux trajectoires, vous mettez chacun opposé, vous programmez au GPS pour avoir des trajectoires strictement parallèles. Vous allez toujours finir par vous rencontrer au pôle. Pour une raison toute bête, c'est que la Terre est ronde, enfin à peu près ronde. D'accord ? Et donc si on applique ce raisonnement-là à l'espace en général,
c'est la notion même de parallèle qui disparaît, en réalité. Et donc pourquoi raisonner comme ça? Pourquoi est-ce que c'est utile pour nous quand on fait de la sociologie? Ça permet de montrer que tous les éléments des systèmes sociaux sont interdépendants. Il n'y a jamais d'éléments indépendants, il n'y a jamais de trajectoires parallèles. Toutes les trajectoires des uns et des autres sont systématiquement liées les unes aux autres et doivent être étudiées dans des rapports relatifs. Et c'est évidemment cette relativité des positions sociales qui va nous permettre d'analyser avec rigueur la notion de stratification sociale. D'accord? C'est clair? Oui? Ou non? Ouais? Vous pouvez me dire, hein, c'est nul, on comprend rien. Le droit, hein? Alors, je vous avais promis tout à l'heure une définition de l'espace un peu moins obscure que celle de notre ami Chambard. C'est celle de Martina Lau, qui est évidemment une Allemande, dans un ouvrage au titre évocateur, Sociologie de l'espace, qui nous explique que l'espace, c'est un agencement relationnel et dynamique de biens et de personnes en des lieux. Donc on voit ici, à travers cette définition, la conception relativiste de l'espace, donc celle qui est inspirée par Elias, lui-même inspiré par Einstein, lui-même inspiré par Riemann. Et vous voyez que c'est vraiment Elias qui va populariser dans la sociologie cette conception relativiste de l'espace, puisque tous les concepts qu'il utilise, la notion de configuration est particulièrement éclairante à ce sujet-là, tous les concepts qu'il utilise font référence au caractère relatif des positions. Donc quand il définit l'individualité, l'individualité c'est quoi pour Elias? C'est l'expression de la manière particulière dont la forme de commande psychique d'un individu se distingue de celle des autres, et du degré particulier auquel elle s'en distingue. Et quand il définit la société, c'est l'ensemble des fonctions que les hommes remplissent les uns par rapport aux autres. Et donc cette conception relativiste de l'espace, elle est évidemment totalement compatible avec l'existence de constantes sociales. C'est-à-dire que dire qu'une société est stratifiée, c'est dire que les positions sont relatives, elles se mesurent les unes par rapport aux autres, mais c'est aussi dire que, quelle que soit la société que vous allez étudier, vous aurez toujours une stratification. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait écho aux universels d'évolution de Talcott Parsons. Vous connaissez Parsons? Donc ce grand sociologue, vers la fin, il est un peu dérivé, c'est-à-dire c'était un partisan un petit peu de l'évolutionnisme, il était persuadé qu'en gros les États-Unis c'était les meilleurs du monde et que tout le monde allait finir un petit peu comme les Américains. Donc ce qui se passe, on se dit, on n'espère pas, mais si on met de côté cette idéologisation de la pensée, je trouve qu'il a écrit quelques trucs sympas. Donc Parsons, donc il a fait ses études, son doctorat en Allemagne, à l'université d'Eisenberg, je crois, quelque chose comme ça, et il a contribué à introduire Weber aux États-Unis. Donc il voulait sortir du behaviorisme de l'époque, et son ambition, c'était au fond de construire une sociologie qui combinerait le savoir de Durkheim, de Weber et de l'économiste Pareto. C'était ça son ambition. Et dans un article de 64, il théorise cette notion d'universel d'évolution. Alors j'ai la définition ici de Parsons. Ce sont des développements dans l'organisation des sociétés suffisamment importants pour l'évolution ultérieure pour que, une fois qu'ils ont fait leur apparition en un point et à un moment quelconque, ils aient des chances d'être redécouverts ailleurs par d'autres sociétés, même si ces dernières opèrent dans des conditions tout à fait différentes. Donc vous voyez, il repère en fait trois grands universels d'évolution. Donc les universels au sens strict, ceux que d'après lui, on va retrouver dans toutes les sociétés sans exception. Donc une religion, pas de société sans religion, pas de société sans lien de parenté, c'est la fameuse prohibition de l'inceste de Lévi-Strauss, pas de société sans langage, même non verbal, et pas de société sans technologie, même dans les sociétés les plus primitives, entre guillemets, la cueillette et la chasse sont des techniques, à proprement parler. Donc ça, ce sont les universels d'évolution au sens strict. Il y a ce qu'il appelle les quasi-universels, c'est-à-dire qui se rencontrent sous des formes différentes et qui n'apparaissent pas forcément tout le temps et partout au même moment, mais qui ont toutes les chances de réapparaître dès lors qu'elles ont apparu quelque part. Typiquement, donc il parle ici des seedbed societies, donc bureaucratie, monnaie, marché. Donc seedbed societies sont les sociétés berceaux, sociétés mères, si vous voulez, sociétés matrices. Donc c'est là où on sent quand même venir l'idéologie. Pour les sociétés matrices, c'est la Grèce de l'Antiquité et Israël. Et ces seedbed societies, en fait, ce sont elles qui contribuent à inventer la bureaucratie, la monnaie et le marché. Et puis entre les deux, vous avez l'universel
intermédiaires, qui ne sont pas des universels au sens strict, parce qu'ils prennent des formes tellement différentes selon les sociétés, qui ne peuvent pas être considérés au même plan que les premiers, mais quand même, ils se rencontrent toujours et partout. Donc vous le voyez, je vous l'ai mis en rouge, parmi ces universels intermédiaires, il y a la stratification sociale. C'est un universel d'évolution, mais qui se rencontre donc dans toutes les sociétés, mais sous des formes qui peuvent très fortement varier. Donc ça, par exemple, c'est ce que j'explique à mes élèves. Vous voyez, donc ça c'est extrait de Piketty. Le déclin des ordres traditionnels n'implique pas la fin de la stratification, mais sa recomposition via l'assimilation des codes aristocratiques par la bourgeoisie. C'est ce que Lias disait. C'est-à-dire qu'en gros, la révolution se fait parce que la bourgeoisie qui a pris le pouvoir économique, si vous voulez, se réapproprie les codes de l'aristocratie. Et donc elle crée une nouvelle stratification, en réalité, dont les ordres traditionnels disparaissent, sont en voie d'extinction, mais ils sont remplacés par de nouvelles stratifications. Et donc celle que je propose à mes élèves, c'est la forme pyramidale, caractéristique de l'ère victorienne, ou de l'ère du Second Empire, si vous voulez, avec la classe bourgeoise en haut, la paysannerie et le prolétariat en bas. Donc si vous voulez, on nomme les ordres sociaux de manière différente, mais c'est pas parce qu'on change la façon de nommer les choses que les choses disparaissent. Et donc la stratification, elle est toujours là. Ce qui permet d'ailleurs de discuter le troisième modèle que je vous propose ici, qui est un modèle, vous voyez, ambivalent, qui est, contrairement aux autres, qui est horizontal, qui suppose donc une beaucoup plus grande égalité entre les groupes sociaux. Mais quand on regarde l'intitulé des différents groupes, on dit c'est quand même une égalité particulière. Une société égalitaire qui distingue des classes populaires et des classes supérieures, c'est quand même une égalité, c'est une drôle d'égalité, si vous voulez. Ça donne du grand amour quand on veut faire réfléchir les élèves sur la notion de stratification et sur la notion d'inégalité. Alors ce concept, cette approche fonctionnaliste de la stratification sociale, que je trouve assez intéressante, je ne suis pas particulièrement parsonien, si vous voulez, mais je la trouve intéressante. Ça, je l'ai emprunté dans l'article de synthèse que fait Mohamed Cherkaoui dans le bouquin qui s'appelle Traité de sociologie, publié en 92, sous la direction de Boudon. Et donc en gros, voilà, Cherkaoui nous explique que dans la tradition fonctionnaliste, schématiquement, moi je vous lis, on peut réduire l'approche à 3 hypothèses. Et donc ces 3 hypothèses font la structure sociale. Ces 3 hypothèses, c'est quoi ? Toute société, c'est un ensemble de positions structurées auxquelles sont rattachés des devoirs ou fonctions. Les sociétaires doivent être répartis entre ces fonctions et les devoirs liés à chaque position doivent être remplis par les sociétaires. Donc c'est purement descriptif, si vous voulez. Tout le monde s'accorde avec ça. Vous voulez, personne ne remettrait en cause le fait qu'il existe nécessairement une structure sociale. Par contre, c'est le deuxième aspect. Si on rajoute ici 3 postulats, P1, P2, P3, c'est là qu'émerge la notion de stratification. Donc une stratification, c'est une structure faisant l'objet de jugement de valeur. Donc ces 3 postulats, c'est quoi ? Les positions ne sont pas d'égale importance pour la survie de la société. Certaines positions sont plus importantes que d'autres. Elles n'acquièrent pas des sociétés la même expérience ou un talent égal, et elles ne sont pas également plaisantes à remplir. Et donc de là découle la nécessité de rétribuer les individus, soit sous la forme matérielle, économique, soit sous la forme symbolique, en termes de prestige. Alors je trouve que là, c'est pour faire vraiment un truc récent, si vous voulez, vous avez entendu parler du livre de Lahire, sans doute, sur les structures fondamentales des sociétés humaines. Et je trouve que cette conception de l'espace social qui fait à la fois, qui insiste sur le caractère relatif des éléments, tout en autorisant l'existence de permanence et de constante sociale, c'est quelque chose qui fait totalement écho avec le bouquin de Lahire, qu'il a sorti, c'était quand maintenant, c'était il y a 2 ans, il y a 2 ans. Et que moi je perçois personnellement, on a le droit de ne pas être d'accord, que je perçois personnellement comme une sorte de combinaison entre, au fond, la sociologie de Parsons, voilà, au fond, structure et stratification sociale sont des sortes d'invariants sociaux, mais au fond, qui nous parle d'invariants sociaux, à part Bourdieu, c'est quand même le premier qui dit, voilà, pour faire la science du social, on est bien obligé de repérer des constantes sociales. Le jour où il n'y a plus de constantes, il n'y a plus de science possible. Tout ça va se mêler avec la science de la complexité. Avec Edgar Morin, je le mets parce que le pauvre papy, il est encore vivant, donc il faut lui rendre hommage. Il est encore vivant, j'espère à cette heure-là. Il a 104 ans.
dont le principal mérite est d'avoir publié dans les années 70 ce bouquin qui s'appelle la méthode, dans laquelle il explique que voilà, un savoir utile est un savoir qui combine en fait les différentes sciences. Et donc il n'y a pas de distinction à opérer entre la physique, la biologie, la thermodynamique, l'économie, la sociologie, etc. Tout ça ne forme qu'une seule et même science. C'est la science de la complexité. Alors, cette distinction, vous voyez, entre spacing et territorialisation, là encore, c'est pas moi qui l'invente, c'est Martina Low qui le dit dans son ouvrage de sociologie de l'espace. Mais en fait, elle n'invente rien. Elle fait, à propos de l'espace, ce que tous les sociologues font en fonction de leurs objets de recherche. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez deux façons d'analyser un objet sociologique, en tout cas un objet social, de le transformer en objet sociologique. C'est soit le spacing, ce qu'on pourrait appeler également la modélisation, tout bêtement, soit la territorialisation, qu'on pourrait tout bêtement appeler l'enquête de terrain par entretien, observation, participant. Donc si on se focalise sur le spacing, on peut identifier différents types de modèles, donc différentes façons abstraites d'étudier l'espace. Oui. C'était avant d'aller plus loin, parce que sinon je me suis dit on va passer dessus. Dans constance, en fait, c'est quoi? C'est la question du changement ou de la récurrence? C'est les deux en fait. C'est-à-dire que par récurrence, par effet de récurrence, les mêmes effets produisent toujours les mêmes causes. Il y a à la fois changement, en fait ce sont les deux termes en même temps. Il y a à la fois changement, mais le changement produit à la fois du nouveau tout en conservant de l'ancien, si je puis dire. Le nouveau n'est jamais nouveau et l'ancien est toujours là, quelque part. Parce que justement, je pensais qu'on adressait la critique à Bourdieu de l'absence de changement et que lui c'était plutôt la question de la récurrence, de l'observation. Ce qui revient, alors je sais pas, je vais pas te dire des bêtises, mais la récurrence, tu entends par récurrence, c'est-à-dire ce qui revient tout le temps en fait. Ce qui revient tout le temps. Mais moi en fait, j'ai peut-être tort de comprendre ça, mais moi ce que j'entends ici par récurrence, la récurrence qui revient tout le temps, c'est ce qui est toujours là en fait. C'est ce qui n'a jamais disparu, c'est ce qui finit nécessairement par revenir sous l'effet des activités sociales combinées. Ah, moi je pensais que c'était plutôt la question de la création d'un groupe social est issue de la récurrence des comportements qu'on peut observer par des individus. Et à la question du changement peut se combiner ou pas. Oui. Et ça, c'est toujours pareil. C'est le problème posé par Durkheim, c'est-à-dire entre le poule et l'œuf. Est-ce que c'est l'individu qui fait la société ou la société qui fait l'individu? En fait, c'est les deux. Il n'y a pas de réponse, en réalité. Ferme et définitive. C'est-à-dire, si on considère que c'est la société qui fait l'individu, on se dit, mais d'où vient la société? Et si on considère que c'est l'individu qui fait la société, on se dit, mais non, l'individu, il ne faut pas ce qu'ils veulent. Ils sont contraints par la société. Donc, elle est déjà là, d'une certaine façon. Je sais pas, c'est pas clair. Ça va s'éclaircir. Après, je sais pas, peut-être que aussi moi je suis pas clair dans ce que je dis. C'est bon? D'autres questions? Donc pour analyser cet espace social, donc ce spacing que nous on appelle communément le modèle, la modélisation, il y a différents types de modèles. Alors les modèles abstraits, alors, je vous ai remis l'image que j'ai prise pour illustrer le cours. C'est les cercles concentriques de Vassili Kandinsky, qui est l'inventeur de la peinture abstraite. Si vous voulez briller en société, vous dites ah oui, le Kandinsky, machin, là vous allez briller. C'est l'inventeur de la méthode abstraite. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que modéliser, c'est rendre les choses abstraites. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs plus difficile. Quand on dit aux élèves oh là là, on fait des choses abstraites, eux ils comprennent, ça va être difficile. Mais non, c'est le contraire. Plus on fait des choses abstraites, plus on fait des choses simples. Et modéliser, c'est juste rendre le phénomène que l'on étudie plus abstrait. Typiquement, voilà, l'idéatype de Weber, j'insiste sur certaines caractéristiques en particulier, j'appelle ça modèle. Ce modèle ne rend compte que d'une partie du réel, évidemment. Donc ce modèle, il est plus abstrait, mais faire de l'abstraction, c'est faire de la simplification. Donc Kandinsky, donc j'aime la référence à Kandinsky, parce qu'en réalité, quand on fait des modèles abstraits,
on utilise des techniques, mais en même temps, ces techniques sont aussi censées stimuler celui qui les met en œuvre. C'est ce que disait Descartes, le raisonnement scientifique est à l'origine des plus grandes satisfactions, si vous voulez. Alors les modèles abstraits, bon, je vais passer vite sur ce que vous connaissez. Les modèles abstraits les plus connus de la stratification sociale, c'est le modèle du feu de camp, de Holbosch. Donc au centre du feu de camp, vous avez les valeurs centrales, les valeurs cardinales, celles qui sont portées évidemment par la upper class, la classe bourgeoise. Donc ça c'est le schéma que Holbosch a imaginé en référence à Durkheim. Durkheim ne parle jamais de classe sociale. Et donc ce schéma du feu de camp, c'est une façon pour Holbosch d'introduire la notion de classe sociale dans la sociologie durkheimienne. Et donc plus vous vous éloignez du centre du feu, plus votre vie sociale au travail s'appauvrit, sous l'effet de la division sociale du travail, et plus vous vous retrouvez à proximité directe avec la matière. Donc au centre du feu, évidemment, vous avez la classe bourgeoise, à l'extrémité du feu, vous avez la classe ouvrière, dont la particularité est d'être au contact le plus direct avec la matière. Donc ce modèle en feu de camp, il présuppose une stratification de type pyramidal. Et dans ce modèle abstrait, on peut évidemment l'opposer à la toupie de Mendras, que vous connaissez, sur lequel je ne vais pas m'étendre, qui défend la thèse de la moyennisation sociale. Donc à côté de ces modèles abstraits, on peut imaginer aussi des modèles inductifs, directement tirés de la statistique et de l'observation. Là encore, je pense que vous connaissez, le granit vote à deux fois, je me mélange les deux, le granit vote à droite, le calcaire vote à gauche. Vous connaissez ça, André Siegfried, donc, qui est en gros l'inventeur de la science politique à la française. Donc, qui étudie en particulier le département de la Vendée et qui constate que le nord du département vote à droite et que le sud du département vote plutôt à gauche. Et cette distinction politique est étroitement corrélée aux caractéristiques géologiques des sols. Alors, si vous voulez illustrer avec les élèves comment on peut risquer de confondre corrélation et causalité, vous avez une belle ici. C'est évidemment pas la géologie qui explique directement le comportement électoral. La géologie ne fait que déterminer l'organisation spatiale et le type de culture des sols. Et donc dans les sols, je ne suis pas spécialiste en géologie, je ne vais pas faire le malin, mais dans les sols de type graniteux, les sols de type graniteux encouragent les expansions de grande taille, les exploitations de grande taille, au sein de villages relativement isolés. Au contraire, les sols de type calcaire se situent d'ailleurs plutôt à proximité des villes et regroupent plutôt des exploitations de plus petite taille, où les paysans d'ailleurs sont rarement seulement des paysans, mais sont aussi les premiers paysans ouvriers. Et donc ils ont une certaine proximité avec la ville. Si vous voulez, c'est les ancêtres des bobos, si vous voulez. D'accord ? Et donc c'est ça qui va venir structurer cette opposition entre la droite et la gauche, sachant que le nord du département, c'est ça qui expliquera les guerres de Vendée, les Chouans, etc., sont extrêmement vindicatifs à l'égard du sud, après la Révolution, qui a fait que les biens du clergé, qui étaient essentiellement des biens fonciers, à 80%, ont été donnés plutôt à la partie du sud du département. Et c'est ça qui a nourri en fait l'opposition à la Révolution. Cette opposition à la Révolution est une opposition gauche-droite, en réalité. Alors ce modèle-là, il est encore très très actuel, si vous voulez, mais il faut peut-être le renouveler. Donc ça, vous connaissez tout le temps à la télé, Jérôme Fourquet, qu'on soit d'accord pas avec ce qu'il dit, c'est pas la question. Je trouve que les cartographies qu'il propose, au moins, elles sont claires, si vous voulez. Donc lui, il est sartois, donc il se revendique sartois, donc il a étudié le département de la Sarthe en particulier. Et donc voilà, le modèle de Siegfried, il le dit, celui qui le dit, c'est pas moi, il le dit comme ça dans son livre. Le modèle de Siegfried, oui, c'est très bien, il est valable sur le principe, mais il doit être un petit peu renouvelé. Et sans doute que quand on regarde la distribution du vote Le Pen, peut-être qu'un modèle concentrique, donc de type celui-là, serait plus pertinent qu'un modèle de type sectoriel, de type Siegfried. Alors ça c'est le modèle sectoriel, ça c'est le modèle concentrique. Donc plus on est proche de la ville, plus on vote Macron, plus on s'éloigne de la ville, et plus on vote Le Pen. Alors dans l'ordre symbolique, vous avez le grand modèle inductif. On parlait de Bourdieu, évidemment, on ne peut pas parler de Bourdieu. Vous avez les analyses factorielles. Si vous voulez analyser l'espace social,
crois qu'il y avait une thématique ce matin sur l'atelier de maths SES, comment représenter sous forme de diagramme l'information statistique. Ben avec Bourdieu, vous avez un bel exemple. Un bel exemple d'exposition graphique de l'espace social. Alors à l'époque où je préparais les concours, je m'étais toujours demandé à quoi ça servait de diagonaliser une matrice. Ben, j'ai compris. Ça sert à faire ça. Ça sert à faire ça. C'est-à-dire que Bourdieu, il fait son enquête, il va étudier en gros 1200 personnes, je crois. C'est pas lui qui le fait d'ailleurs, hein, c'est les étudiants qui le font. Lui, il se met pas trop les mains dans le cambouis. Ces étudiants reviennent avec un tas de questionnaires, 1200 questionnaires. Donc vous saisissez tout ça dans une base de données, et votre base de données, vous considérez que c'est une immense matrice. Alors à l'époque, dans les années 70, les ordinateurs, ça avait commencé à se faire, mais c'était quand même pas évident. C'est Benz-Écrit qui invente la méthode à l'époque. Aujourd'hui, avec les logiciels de programmation, ça se fait facilement. Avec R, Python, ils vous font des trucs comme ça. Mais en fait, ce que fait l'algorithme, c'est qu'il diagonalise votre base de données considérée comme une matrice. Et donc ça permet en fait de construire deux axes qui sont censés résumer l'essentiel de l'information contenue dans la base de données. Et donc ça permet de construire un espace social de la musique populaire. Donc voilà, encore, voilà. Donc à l'époque de Bourdieu, les classes supérieures s'associent à Brassens, les classes populaires à Johnny, etc. Et vous voyez qu'à l'intérieur de la musique classique, ce genre de représentation permet également de faire apparaître une sous-catégorisation. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas la musique classique qui est la musique du bourgeois, la musique populaire qui est la musique d'ouvrier. En fait, à l'intérieur même de la musique classique, il y a évidemment des sous-catégories. Et donc, c'est toujours mieux vu de dire que vous êtes femme du concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, ce qui vous permet d'ailleurs de souligner que vous ne connaissez pas seulement le boléro de Ravel, mais que vous connaissez aussi le concerto pour la main gauche, beaucoup moins connu mais beaucoup plus distinctif, plutôt que de dire j'écoute le Printemps de Vivaldi. Regarde, tu veux écouter le Printemps de Vivaldi, tu vas en salle d'attente ou tu appelles le médecin, tu vas l'avoir. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est la cartographie symbolique. Donc c'est l'approche par les chants. Je sais pas si je vais tenir. Alors, j'enregistre tout ça. Je l'ai mis enregistré, j'enregistre mon écran avec le son. Donc si vous voulez que je vous l'envoie. Alors, pour ce qui concerne en particulier le thème qui nous réunit aujourd'hui, vous avez un modèle qui est extrêmement précieux. C'est le modèle de Duncan. Vous voyez Duncan. Otis Duncan, il invente des indices qui sont encore utilisés aujourd'hui, qui sont encore même les seuls utilisés aujourd'hui pratiquement pour étudier la ségrégation urbaine. Donc ces indices, ils appellent ça les indices de dissimilarité, ce qu'on appelle aussi les indices de ségrégation. Donc ils mesurent la proportion de membres d'un groupe qui devrait se déplacer pour que la distribution des deux groupes soit égale dans toutes les unités spatiales. Ils varient de 0 à 1. Donc en gros, vous prenez deux boîtes remplies de boules rouges et de boules bleues, et bien l'indice va vous dire combien de boules rouges doivent aller dans chaque boîte pour qu'il y ait autant de boules rouges et bleues dans chaque boîte. C'est ça, l'indice. Donc par exemple, vous avez un exemple de calcul. Vous prenez 3 quartiers constitués donc de blanc et de noir. Si vous calculez l'indice, enfin, c'est très simple à calculer, en réalité, c'est très simple, je ne m'attarde pas là-dessus. Vous arrivez ici à 0,3, ce qui signifie qu'en gros, il faudrait que 30% des noirs, en l'occurrence, qui sont les plus ségrégés, devraient déménager pour avoir autant de noirs et de blancs dans tous les quartiers. D'accord ? Donc ça, c'est très important quand on étudie la ségrégation et la distribution inégalitaire de l'espace, de savoir ce que c'est qu'un indice de dissimilarité. Et donc une fois qu'on a calculé les indices de dissimilarité, Duncan s'est amusé à les appliquer au cas de plusieurs villes, Chicago, Détroit, New York, Los Angeles, et il a mis en relation les indices qu'il avait calculés avec les quantiles de revenus. Et voilà la courbe qu'il obtient. Dans cette courbe, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Bon, ça veut dire des cours comme moi, je ne vais pas vous faire un cours de lecture de graphique, mais en gros, la ségrégation, globalement, elle n'est pas hyper élevée, sauf aux extrémités des échelles de revenus. Elle est très élevée chez le décile le plus faible, le plus bas,
Et elle est encore plus élevée même dans le décile, voire les 0,1% le plus élevé. Et en fait, cette courbe, on se rend compte qu'elle est encore, sous certaines conditions, très valable encore aujourd'hui. Donc elle permet, donc à l'époque, donc on est ici, on est en 1955, c'est en 1955 que Duncan produit cette courbe, et rétrospectivement, je la trouve très utile pour faire une lecture graphique un petit peu du livre de Louis Wirth, Le Ghetto. Vous connaissez Louis Wirth, première école de Chicago. Donc il a étudié, Louis Wirth qui était juif lui-même, immigré aux États-Unis, qui a étudié la façon dont se forment les ghettos juifs. Donc il explique que voilà, les juifs en provenance d'Europe de l'Est occupent d'abord une première aire d'installation, Maxwell Street, ils se concentrent là, où ils vivent dans des conditions assez misérables. Et donc la plupart des juifs veulent quitter cette ère de première installation, donc voilà, accroître leur niveau de vie. Et au fur et à mesure que leur niveau de vie s'accroît, ils vont occuper une deuxième ère d'installation. Là, ça j'ai fait avec Google Maps. Donc ça se trouve à 6 km à pied, en gros, qui est Longdale. On va trouver en fait la deuxième concentration de juifs qui regroupe en fait les juifs qui ont réussi, si vous voulez. Vous avez le ghetto de niveau 1, ou le ghetto au sens strict, et vous avez l'ère de seconde installation. Et au fond, l'extrémité gauche de la courbe, c'est le ghetto de Maxwell Street, qui va réunir les juifs qui viennent de débarquer d'Europe de l'Est, si vous voulez, à Chicago, c'est à Chicago oui, pardon, je vais préciser, on est à Chicago ici, qui s'installent massivement dans une logique communautaire dans ce quartier-là, et au fur et à mesure qu'ils réussissent, ils vont s'installer quelques kilomètres plus loin. Le problème étant que, vu qu'ils sont toujours et continuellement victimes d'antisémitisme, ils sont obligés de reproduire les structures communautaires qu'ils avaient quittées dans le premier ghetto. Donc au moment, vous avez deux communautés juives. Vous avez la communauté pauvre, c'est le ghetto au sens strict. Vous avez la communauté plus riche, qui est l'ère de seconde installation, mais qui se trouve chacune à une extrémité de la courbe de Duncan. C'est bon ? Alors, ce modèle de Duncan, c'est un modèle inductif, c'est-à-dire qu'il se construit à partir des statistiques. C'est-à-dire que Duncan travaille à partir des recensements de population dans différentes villes des années 40 et 50. Et dans ce modèle inductif, on peut l'opposer à un modèle peut-être que vous connaissez, qui est l'algorithme de Schelling. Vous connaissez Schelling, Thomas Schelling, prix Nobel d'économie. Donc l'algorithme de Schelling, c'est quoi ? Donc on est ici dans les années 70. Alors on est en 71 pour la première version. Il va en faire différentes versions, jusqu'en 78. Cet algorithme, c'est quoi ? Alors à l'époque, quand Schelling fait son modèle, ici, il n'a pas d'algorithme. Il prend un échiquier, 64 cases, il va distribuer alternativement des pions noirs et blancs, il va enlever les pions des extrémités, et donc voilà, au départ, on a une position de mélange parfait, si vous voulez. Et puis il dit, voilà, je vais enlever 10 pions blancs, je vais enlever 10 pions noirs, et je vais rajouter 5 pions de manière aléatoire. Et je vais introduire une règle de comportement, je vais dire voilà, les individus souhaitent rester là où ils vivent, à condition qu'il y ait toujours au moins 30% de personnes de la même couleur qu'eux. D'accord ? Et donc sous la base de cette hypothèse-là, vous voyez ce qui se passe, on a une tendance naturelle au regroupement par couleur. Les noirs se mettent avec les noirs, les blancs se mettent avec les blancs. Et ça se démontre encore avec un ordinateur aujourd'hui, si vous voulez. C'est que en fait, ce modèle, alors il a été critiqué, si vous voulez voir la critique du modèle, c'est un article de Michel Forcé et Maxime Parodi, 2019, qui nous dit voilà, mais oui, le problème de Schelling, c'est que son hypothèse des 33%, là, au fond, c'est comme s'il disait que les individus préfèrent systématiquement être majoritaires dans le quartier où ils vivent. Et donc, évidemment, si les individus préfèrent être majoritaires dans le quartier où ils vivent, la ségrégation est le résultat inévitable. Mais en fait, il dit, voilà, c'est la critique que font Forcé et Parodi, cette hypothèse-là, en fait, elle est pas forcément adaptée, elle n'est pas forcément en phase avec la réalité. Peut-être que ce modèle, en réalité, exagère la ségrégation. Et donc, au fond, qui a raison ? Est-ce que c'est Duncan ? Est-ce que c'est l'approche inductive de Duncan ? Est-ce que c'est l'approche déductive de Schelling ?
C'est une opposition qu'on retrouve encore aujourd'hui en France à travers l'étude d'Éric Morin sur le ghetto français, vous connaissez Éric Morin, c'est connu ça, et l'article d'Edmond Prétesseil. Donc les deux sont d'accord pour dire qu'il existe des phénomènes de ségrégation, mais, et c'est Prétesseil qui critique Morin ici, donc l'article de Prétesseil c'est 2006, le bouquin de Morin c'est 2004, Prétesseil dit mais Morin arrive à la conclusion qu'on vivrait dans une société de ségrégation généralisée, société de l'entre-soi. Mais s'il arrive à ça, c'est parce que la méthode qu'il utilise n'est pas la bonne. Il travaille en fait sur des toutes petites unités. En gros, il travaille sur des voisinages de 30, 40 logements. Et donc il dit voilà, mais c'est normal. Je veux dire, ne serait-ce que par les prix, du fait des prix des terrains, des maisons, etc. En raisonnant sur des unités statistiques aussi petites, c'est totalement trivial de dire qu'on vivrait tous dans l'entre-soi, en réalité. On est obligé, si on veut étudier sérieusement la ségrégation, de prendre des unités statistiques plus grandes. Et donc Prétesseil ne va pas travailler sur 30 à 40 logements adjacents, il va travailler sur les IRIS, les îlots regroupés pour l'information statistique, qui est en gros la mesure statistique du quartier, inventée par l'INSEE en 1999. Et en gros, un IRIS, c'est 2000 habitants. Et quand on raisonne par IRIS, en fait, on retrouve la courbe de Duncan. On n'arrive pas à un entre-soi généralisé comme le prévoyait Morin, mais plutôt on retrouve la courbe de Duncan. Donc Prétesseil reprend les indices de dissimilarité de Duncan qu'il met en lien avec les IRIS. Et donc en réalité, ce qu'il va constater, alors je rentre pas dans le détail ici, ce qu'il va constater c'est ça. Donc ça, c'est la forme actualisée de la courbe de Duncan appliquée au cas de la France. C'est le graphique, c'est pas moi qui l'ai fait, il est produit par France Stratégie. Voilà, c'est le sociologue de France Stratégie qui arrive à ça. Donc classer la population par centile, par des centiles de 5%, et voilà. Voilà ce que vous obtenez. Et en réalité, ce que nous disait Duncan en 1955, ça s'applique assez bien. Mais ça s'applique assez bien à condition de raisonner sur la base d'unités statistiques suffisamment élevées, suffisamment importantes. Si vous raisonnez sur des toutes petites unités statistiques, vous avez une impression d'entre-soi généralisé. Alors qu'en réalité, l'entre-soi, il n'est pas vraiment généralisé. Par contre, il est très fort aux deux extrémités des échelles de revenus. Et en particulier chez les plus favorisés. C'est-à-dire qu'il est plus fort à droite qu'à gauche. Alors c'est toujours intéressant de regarder ville par ville, qui sont les villes les plus ségrégées aux extrémités. Alors j'ai marqué la ville du Havre, pour montrer le graphique à Édouard Philippe, si vous voulez, c'est la ville la plus ségrégée à la fois par le bas et par le haut. Donc tout ça, c'était l'approche par le spacing, l'approche par le modèle, l'approche par la cartographie, l'approche par le graphique. Mais dans ce genre d'analyse de l'espace social, il a ses limites. Les premiers qui ont souligné les limites relatives au spacing, c'est Sylvie Tissot et Franck Poupeau, dans une revue chère à Bourdieu, les actes de recherche, dans un article qui s'appelle « La spatialisation des problèmes sociaux ». Et donc, on explique que la spatialisation, c'est très bien. Au fond, pour faire de la science, c'est bien, de cartographier. Mais ça peut avoir des effets sociologiques délétères. En particulier, ça stigmatise les territoires étudiés. Et donc, on ne peut pas se contenter de faire du spacing, du modèle, pour analyser l'espace social. On est obligé de tenir compte en fait des représentations des individus qui se trouvent dans les espaces en question. Et pour faire ça, on n'a pas le choix. On doit aller sur le terrain, on doit se coltiner les entretiens, de l'observation participante, pour voir concrètement comment se représentent et comment se vivent les populations dans les espaces étudiés. Est-ce que, quand tu vis cartographiquement parlant dans un espace ségrégé, ghettoisé, est-ce que vraiment tu vis mal ? En fait, quand on fait de la territorialisation, on se rend compte, oui, pour certains, oui, mais c'est pas si automatique que ça. Notamment dans les ghettos, qui, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue cartographique, suscitent la répulsion, il existe des phénomènes de capital d'autochtonie
des phénomènes de réseaux locaux qui font que les populations supposément ghettoisées vivent pas si mal leur situation. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont très bien, qu'il faut faire du ghetto, c'est pas ça que je veux dire. Simplement, aller sur le terrain permet de nuancer l'approche purement cartographique et qui est excessivement simplificatrice. Donc par exemple, alors les enjeux sont de taille. J'aime bien montrer ici cette pyramide, la pyramide de degrés. Donc en fonction de votre position dans l'espace social, c'est toute votre vision du monde, évidemment, qui va être conditionnée. Je crois que la pyramide est assez évocatrice, évidemment. Tant que vous ne bougez pas, vous êtes tout le temps au même espace, vous demandez quelle couleur la pyramide, spontanément, vous allez dire la couleur qui se trouve devant vous. D'accord ? Et pour voir que la pyramide est une pyramide multicolore, ça suppose de bouger. Et au fond, faire de la territorialisation, c'est faire ce mouvement. C'est faire l'effort d'aller sur le terrain, décentrer son regard, sortir de la logique purement cartographique pour aller évaluer les représentations des individus, des acteurs sur le terrain. Alors tout ça, ça va venir influencer ma présentation. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction de la façon dont on va territorialiser, en fonction de la façon dont on va investir l'espace social, on ne le fait pas de la même façon en fonction des époques. Donc vous allez voir, je distingue l'âge 1 de la modernité, l'âge 2 de la modernité, et donc je vous ai encadré ici les grandes études dont j'aimerais vous parler. Je ne vais pas avoir le temps de vous en parler beaucoup, mais je vais quand même essayer de vous en parler un petit peu. Alors j'ai beaucoup parlé de modernité, d'hypermodernité, etc., sans vous expliquer qu'est-ce que c'est concrètement, même si je suppose que la modernité, évidemment, vous savez ce que c'est, vous avez tous les concours, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est. Mais en gros, ce que j'aimerais essayer de vous démontrer, c'est qu'on ne peut pas parler juste de la modernité, mais qu'il faut parler en réalité d'une modernité évolutive et hyper accélérée. Et donc que ce changement dans la modernité peut se mesurer à l'aune de l'espace social. En gros, la façon de faire ville, le type de ville dans lequel nous vivons, nous dit dans quelle modernité nous nous trouvons. Et dans la thèse de Hartmut Rosa, vous connaissez Rosa, l'école de Francfort, 3e génération de l'école de Francfort, nous explique qu'en gros, entre le temps et l'espace, il y a une unité. Vous voyez ici, vous retrouvez Einstein, c'est un Allemand, Rosa, il y a une unité, et donc au fond, ça se démontre facilement sur un tableur. En gros, plus vous parcourez de la distance, et plus vous avez tendance à la parcourir rapidement. D'accord ? La relation n'est pas linéaire, en réalité. Et donc, le temps, c'est aussi l'espace. Si vous mettez par exemple ici le néolithique, donc en gros l'époque où l'agriculture se développe, où les communautés humaines se sédentarisent, vous voyez que toute l'histoire de l'humanité se caractérise plutôt par de la stagnation. On a une première accélération dans les modes de vie, dans la façon d'occuper l'espace, qui va se manifester à travers l'âge 1 de la modernité, qui débute en gros avec la Renaissance. En gros, avec la fin de la guerre de 100 ans. En gros, c'est 1453, si vous voulez. C'est là que les sociétés deviennent des sociétés politiques. On quitte le domaine religieux pour entrer dans une société politique qui autorise davantage que par le passé l'affirmation des inspirations, des aspirations individuelles. C'est ça, au fond, qui définit la modernité, la faculté laissée aux individus de s'affirmer en tant qu'individus. Et on a une deuxième accélération, c'est la grande accélération qui démarre avec les années 60, qui est extrêmement récente, qui nous conduit à l'âge de l'hypermodernité. Alors c'est assez fascinant, donc cet âge 2 de la modernité, c'est la grande accélération, c'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est le terme de Stephen Crutzen et McNeill en 2007. C'est assez fascinant de voir comment cette courbe de l'accélération, elle s'applique à tout un tas de phénomènes. Quand on montre à nos élèves l'histoire de la croissance, vous avez ça. D'accord ? Ça, c'est la croissance économique. Et cette courbe, elle se vérifie à tous les niveaux. L'évolution de la population, le PIB, évidemment, l'investissement, la population urbaine, la consommation d'eau, la production de papier. C'est une sorte de... on retrouve ici de constante universelle, d'une certaine façon. En gros, et si je suis un petit peu pessimiste, on va droit dans le mur. Il y aurait une sorte d'inéluctabilité, en fait, jusqu'où on va, quoi. Jusqu'où ça accélère, tout ça.
Alors, petite référence à un ouvrage récent, tout ça, on peut également l'appréhender à travers l'évolution des villes. C'est quand même ça qui nous intéresse. Et donc, cet outillage cognitif, cette matrice qu'on va garder dans l'esprit, on va la vérifier, on va l'observer à travers l'évolution des formes urbaines. Et donc, je vous propose ici une référence à un ouvrage de Pierre Weltz, économiste et sociologue. Alors, il est très récent, le livre, il est 2025. Vous voyez ? Donc, après la ville. Et on trouve notamment dans cette ville, l'association, dans ce livre, l'association d'un type de ville à une époque historique. Donc vous avez ici la ville pré-moderne. Alors pour lui, ça commence dès la fin du paléolithique, c'est-à-dire même avant le néolithique. C'est-à-dire qu'en gros, avant même de se sédentariser définitivement, les chasseurs-cueilleurs commençaient quand même à établir des communautés qui pouvaient parfois rester stabilisées. C'est ça en fait, l'ancêtre de la ville. Donc ce qui caractérise les villes pré-modernes, c'est d'abord le fait qu'elles ont uniquement un rôle de pouvoir, de contrôle de la population. Elles sont petites, donc ça se traduit par des fortifications très importantes. Et surtout, ce sont des centres religieux et politiques. Donc je vais en reparler quand on va parler de Weber tout à l'heure, après la pause. Les villes typiques, c'est Uruk en Mésopotamie, Mohenjo-Daro dans la vallée de l'Indus au Pakistan, Mycène en Grèce, et puis j'ai mis Conques dans l'Aveyron. D'accord. Donc on arrive à la ville moderne. Alors la ville vraiment moderne, selon Pierre Weltz, c'est celle du 19e et du 20e. De ce qui caractérise la ville moderne, c'est évidemment sa production industrielle. Elle n'a plus seulement une fonction de contrôle, elle a d'abord une fonction de production, dense, chaotique. Donc c'est une ville dans laquelle la structure sociale change. Je vais opposer les usines au quartier bourgeois. Et les villes typiques, on les connaît, Londres, Manchester, et le Paris haussmannien, c'est-à-dire le Paris du Second Empire, après 1860. Et puis on aurait aujourd'hui les villes hyper modernes. Des villes hyper modernes, en gros depuis une soixantaine d'années, qui fonctionnent en réseau, qui sont fragmentées, étalées, c'est une logique de multipolarité. Et là où dans la ville, dans l'ère moderne, on avait seulement quelques villes, dont la différence par rapport aux villes anciennes est essentiellement leur taille, on a désormais une multitude de grandes villes. Sauf que ces grandes villes, en fait, elles réduisent l'écart, elles rendent moins pertinente l'opposition avec ce qui n'est pas la ville. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la thèse de Pierre Weltz, entre la ville et la non-ville, il y aurait une sorte d'unité spatiale désormais. En gros, entre celui qui vit dans la ville et celui qui vit hors de la ville, même dans les campagnes reculées, certaines évolutions sociales, les réseaux, les communications, font qu'au fond, symboliquement au moins, il n'y a plus tellement de différence entre la ville et la campagne. Et ça, c'est la différence centrale par rapport au premier âge de la modernité. Les villes, au fond, ce n'étaient que des excroissances posées sur un monde complètement rural. Aujourd'hui, on n'est plus là. Et enfin, juste quelques mots sur ce tableau, ensuite on fera une petite pause peut-être. Ouais, avec plaisir. Historiquement, là encore, vous voyez, on peut distinguer en fait trois espaces. Vous avez l'espace pré-moderne, l'espace moderne de type mercantiliste, l'espace moderne de type capitaliste. En termes de découpage historique, moi j'ai fait démarrer ici ma chronologie avec la conversion de Paul de Tarse. C'est qui c'est Saint Paul? Celui, le persécuteur d'Étienne, qui a lapidé Étienne, et puis un jour en se rendant à Damas, il a eu la révolution, il a vu Jésus. Il a dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Et donc il s'est converti. Il était juif, il devient chrétien. Et donc c'est lui qui va convertir en fait le peuple de Judée, tout le peuple autour de la mer Égée, en leur envoyant des lettres, tous les responsables chrétiens, qui d'ailleurs se situent tous en ville, et il va leur dire, voilà, il faut que dans vos villes se trouve désormais une église. En fait. Bref, si vous voulez, Paul de Tarse, c'est le chef des apôtres, quoi. Un petit peu, le précurseur des apôtres. Pas des apôtres, pas des premiers apôtres, de la deuxième génération d'apôtres, plutôt si je suis rigoureux. Donc un espace social, en réalité, je vais essayer d'aller vite parce que je sens que je vous saoule. Un espace social, c'est juste l'articulation d'un espace religieux, politique et économique. Et donc en fonction des époques, c'est tantôt l'un qui prend le pas sur l'autre.
Donc en gros, jusqu'à l'âge de la première modernité, jusqu'au XVe siècle, l'ordre religieux prenait le pas sur l'ordre politique. Et vous voyez, j'ai mis une distinction en 1304. 1304, c'est l'attentat d'Hernani, c'est la première fois qu'un roi, Philippe IV le Bel, peut faire payer un impôt au pape, le pape Boniface VIII. Plus jamais le pape refusera de payer l'impôt. Donc symboliquement, le fait de vouloir faire payer l'impôt au pape, c'est les prémices de la modernité, si vous voulez. C'est les prémices d'un premier renversement qui opère, vous le voyez, dès le XIVe siècle, en réalité. Et donc on en serait aujourd'hui, à l'ère de la deuxième accélération, dans un système où l'ordre économique aurait pris le pas sur les deux autres ordres, avec certaines nuances sur lesquelles je ne vais pas revenir, parce qu'on va faire une petite pause.